Bonjour et bienvenue dans l'épisode 159 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnel anti-brouillard, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. J'accompagne les personnes entreprenantes à affirmer des choix sur mesure pour leur permettre de s'accomplir et de déployer des projets à impact positif et durable. Si vous souhaitez recevoir régulièrement une dose d'inspiration écrite ou audio au service d'une vie plus légère et plus profonde à la fois, inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter sur mon site orianesavourelucas.com. Avez-vous choisi le podcast explore le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet, où je partage réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se réchauffer au feu de trajectoires singulièrement inspirantes. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi ? Y a-t-il encore de la place pour le choix au milieu du chaos ? Si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, vous l'avez forcément vue, Lucie Retailleau, dans ce film en noir et blanc qui ouvrait la cérémonie. Et si vous avez vu Lucie, nul doute qu'elle vous a ému par ses mots et par sa lumière, par sa puissance et par l'élan de vie qu'elle incarne et qu'elle partage. Au printemps 2023, Lucie se fait amputer des 2 pieds puis des 2 mains suite à un paludisme sévère contracté au Gabon. Lucie a la quarantaine et 3 enfants. Du jour au lendemain, sa vie change de cap. Depuis qu'elle est quadri-amputée, Lucie occupe, comme elle le dit non sans humour, un poste d'apprentie résiliente à temps plein. Lucie, qui était danseuse et pianiste, apprend la vie autrement, renoue avec ses passions, sensibilise au paludisme et partage son histoire avec profondeur et légèreté, avec humanité et sans faux-semblant. Lucie ne cache rien des journées difficiles où la montagne lui semble insurmontable dans ce nouveau quotidien où toutes ses cartes ont été brutalement rebattues. Et Lucie partage aussi ces moments où elle ressent une confiance indéboulonnable en tout ce qui peut arriver, et cette intime conviction qui ne la lâche pas. Elle est à sa place et tout cela arrive pour quelque chose. À travers son témoignage, Lucie nous ouvre les yeux sur ces histoires qu'on se raconte, sur ces excuses qu'on s'invente et sur ces limites qu'on se construit nous-mêmes pour se convaincre que ceci ou cela n'est pas possible, que c'est pas pour nous. Lucie, elle nous invite à oser, nous réaliser. Cette conversation inspirante vous bousculera sans doute. J'espère surtout qu'elle vous invitera à explorer le territoire de vos choix et à oser faire rayonner plus loin et plus intensément encore votre lumière singulière. Au cours de cette conversation enregistrée en mai 2024, Lucie et moi parlons entre autres de ces coups durs qui mettent à terre les warriors et de notre liberté de choix au milieu du chaos, de ses peurs d'avant et de sa confiance nouvelle à tracer sa route avec audace et avec ses limites, de colère et de notre pouvoir de transformer notre plomb en or, ou encore de ces cadeaux mal emballés, d'espoir et d'émerveillement. Bonne écoute. Bonjour Lucie. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast Avez-vous choisi ? Alors, on s'est rencontrés d'abord par image interposée et j'ai découvert une vidéo de toi qui m'a bouleversée quand j'ai appris qu'au printemps 2023, tu as alors 42 ans, tu t'es fait amputer des 2 pieds et des 2 mains suite à un paludisme sévère que tu as contracté lors d'un voyage au Gabon. Et depuis, tu apprends à vivre avec ton nouveau corps et tu partages aussi ton histoire. Donc, merci de prendre le temps d'être présente aujourd'hui avec moi et d'échanger. Bien évidemment, tu vis des jours difficiles et des jours aussi où tu as une confiance totale, je crois,
en tout ce qui peut arriver et que tu as une forme d'intime conviction que tout ça a un sens. Et Oui. c'est la raison pour laquelle j'ai eu très envie, et je te remercie d'avoir accepté cette proposition, d'échanger avec moi autour de la question du choix, parce que de toute évidence, il y a des choses qu'on ne choisit pas, et en même temps, il y a toujours le choix de comment je me positionne par rapport à ce qui se présente. Donc, ton histoire et ta posture, elle me fait penser à cette citation que je trouve absolument magnifique de Viktor Frankl. Je te la partage et je t'inviterai à me dire comment elle résonne pour toi. D'accord. On peut tout enlever à l'homme, excepté la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude personnelle face à un ensemble de circonstances, le choix de son propre chemin. Bah, on peut pas être plus dans le thème de ce que je vis aujourd'hui. Avec cette citation, il y a plein de manières Elle résonne de manière multiple, en plus, tu vois. Alors, je sais pas si tu veux qu'on développe ça maintenant ou Oui, si c'est des choses. bah justement, je suis curieuse de savoir en quoi. Moi, je sais que cette citation m'accompagne énormément et je Oui, trouve intéressant quand on dit parfois, tu sais, on n'a pas le choix de ce qui nous oui, arrive. Comment on peut décorréler finalement l'événement, qui est parfois dans une dureté âpre et absolue, oui, de la posture qu'on peut avoir et qu'on peut choisir pour le coup, oui. pour se positionner face à cet événement ou cette série d'événements. Mm, mm. Il y a deux petits axes que je vois là comme ça, mais un auquel j'ai déjà réfléchi et puis que j'ai vécu, puis un autre qui est un peu plus récent. Donc c'est rigolo, tu vois, parce qu'en fait, le temps fait que les apprentissages se font plus nombreux au fil des jours. Mais le premier, c'est que, bah oui, en fait, ça a été assez rapide, même si je le savais, oui, qu'on a toujours le choix de la réaction aux choses. C'est que des mots, je trouve, tant qu'on ne se retrouve pas, enfin, on parle beaucoup, hein, on a beaucoup de mots qui sortent de notre bouche, mais en vrai, euh, tant qu'on ne se retrouve pas vraiment dans une situation où le choix est à faire, c'est autre chose là. Et en fait, c'est particulièrement au moment des amputations, où là, il y a comme le choix s'est présenté un peu à l'intérieur, tu vois. Le choix s'est présenté de dire, je fais quoi là? Je résiste, je panique, je pleure, je m'accroche au barreau du lit avant d'aller au bloc opératoire, chose qui est très tentante. Ou euh, est-ce que cette attitude-là, c'est pas pire que de l'autre option qui se présentait, et qui s'est faite d'elle-même, en fait, qui était de, bon, s'il y a un moment dans ta vie où tu dois rester calme, c'est maintenant. Là, c'est voilà. Et là, il y a eu ce choix en fait qui s'est opéré un petit peu, c'est-à-dire que il y a autre chose que je peux citer, moi, qui m'est revenue il n'y a pas longtemps, c'est Christiane Singer. J'adore cette femme. Et j'avais lu quelque chose il y a quelques mois auparavant où elle disait qu'au moment où elle a su qu'elle allait mourir, elle a eu peur, en fait. Avec toute la sagesse qu'elle avait, cette femme, ben, elle a eu peur. Voilà, c'est magnifique de dire ça, en fait. Quand on arrive à un niveau de sagesse comme ça, qu'on est une figure d'exemple, en quelque sorte, montrer sa vulnérabilité face à la mort, quoi, c'est énorme, parce qu'en vrai, on l'a tous, cette vulnérabilité face à la mort. C'est le truc qui nous met tous égaux, finalement, quelle que soit la boule qu'on peut avoir, le poste qu'on peut avoir, le nombre de retraites qu'on a faites, etc. Et, euh, et elle s'est confiée à un ami et elle a dit, j'ai peur en fait, j'ai peur. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Parce que je ne sais pas quoi faire, j'ai peur. Et cet ami a dit quelque chose d'extraordinaire et que moi j'ai pu expérimenter. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu. Et cet ami a dit, OK, quand tu sentiras que ça y est, elle arrive en fait, que c'est maintenant, ben vas-y. Toi aussi, vas-y, va à la rencontre de ce truc-là, tu vois, donne l'impulse, vas-y aussi, fais ce choix d'y aller. Et en fait, les amputations, c'était pas la seule épreuve, la première épreuve que j'avais vécue dans ma vie. 20 ans auparavant, j'avais déjà eu des soucis de santé importants. Et cette attitude-là, je me rappelle avoir été devant la clinique, j'avais posé mes valises et je m'étais posée 2 secondes avant de rentrer dans cette clinique où j'avais une opération très importante à subir. Et je m'étais dit, OK, c'est ça. Comme si tu parles à la vie, tu vois. OK, c'est ça que je dois traverser, c'est ça que tu me présentes. Très bien. Mais je vais pas faire qu'attendre. Je vais y aller aussi. Tu vois, il y a cette espèce de truc, en fait, et finalement, qui a l'air dur comme ça, mais il suffit juste de se mettre dans cet état-là. Et finalement, c'est beaucoup plus facile à vivre que de dire, oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive. Tu vois, cette espèce de truc-là qui finalement, cette attitude-là, elle fait beaucoup plus mal, en fait. Oui, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est
Finalement, ce choix de ne pas ajouter de la souffrance à la douleur. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci, c'est tout à Hmm. fait ça. Et La douleur, elle est là de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Elle est là, on ne peut pas l'enlever. Donc, est-ce qu'on en construit tout un truc? Et en effet, c'est là que la souffrance arrive. Ou est-ce qu'on décide de rester dans une sorte, pas de contrôle, mais de maîtrise de la situation? Et ce n'est pas la même chose. Et, euh, et l'autre, donc ça c'est le premier axe, c'est juste pour finir par rapport à ta question. L'autre axe que m'inspire ta citation, c'est j'ai pris conscience récemment que j'avais quand même perdu beaucoup de choses en 4 ans, quoi. On y reviendra, enfin, tout dépend de la manière dont on dit, on pourrait considérer que j'ai perdu beaucoup de choses. En tout cas, sur le papier, c'est comme ça que ça peut se voir. Et à un moment, je me suis assise il y a quoi, 2 semaines sur mon canapé. Je me suis dit, mon Dieu, alors, il m'est arrivé ça. En plus, dans ma vie sentimentale, bon, mon conjoint a quitté le navire courageusement il y a 4 mois. Avec le père de mes enfants, c'est très compliqué en ce moment, donc j'ai la garde de mes enfants à 100% parce qu'il n'est pas en mesure de les garder. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et instantanément, il y a quelque chose qui est arrivé comme je m'attendais à ce que mon corps réagisse avec du stress à cette pensée. Et c'est pas ce qui s'est passé du tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à quelque part avoir envie de rentrer dans une plainte, un peu, tu vois, dans un rôle de victime qui a tout perdu, et puis de guerrière, et puis c'est trop dur parce que voilà, j'ai perdu mes jambes, j'ai perdu mon couple, etc. Donc je sentais une intention égotique de rentrer là-dedans. Mais le corps n'a pas réagi à ça. Et du coup, il y a comme autre chose qui est venue et qui disait, mais en fait, euh, le stress qu'on ressent, c'est pas les problèmes, c'est la peur de perdre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de stress, tu vois. Je vis des choses, c'est pas évident, mais j'ai plus le stress que je pouvais avoir avant de perdre certaines choses. Et ta citation disait quand on a tout perdu. Et c'est pour ça que quand tu as dit ça, ça m'a inspiré ça. C'est une posture différente. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis en reset, je suis en page blanche totale, mais vraiment totale. Il me reste mes enfants, mes amis, ma famille, c'est déjà énorme. Et tout le reste, les passions, le travail, le couple, les certitudes, toutes les croyances, les limites que je me mettais, tout ça, ça s'est dissous totalement. Donc, il y a quelque chose aussi de bon dans le fait de perdre. Mais ça, il faut encore que je le digère, tu vois, c'est pas mature encore chez moi. bien sûr. Et ce que j'entends, c'est justement ce qu'explique Viktor Frankl dans son approche de cette question du choix, justement, c'est combien entre l'événement et notre positionnement face à cet événement, il y a un espace qu'il appelle l'espace du choix. Et effectivement, la question, c'est est-ce que je me positionne en réaction? Et la réaction, effectivement, la plus habituelle, la plus ancrée, la plus partagée, la plus presque encouragée dans notre environnement sociétal, c'est la panique, la peur, la plainte, tout ce que tu as décrit. Et en même temps, il y a cette possibilité d'y voir une page blanche, justement, je reprends ton expression, et de se dire comment de la réaction, je peux passer à la création. C'est-à-dire, c'est Oui. juste cette lettre, ce C qui change de place, mais c'est tout qui change. Et c'est très beau dans ce que tu décris, je trouve, c'est comment que ce soit face à cette porte de clinique il y a 20 ans ou aujourd'hui dans les épreuves que tu traverses, comment tu te positionnes en disant bah, comment moi je peux faire ma part en fait dans tout ça, comment Oui. je me positionne en actrice de ce sujet-là et je trouve que c'est une leçon à la fois d'humilité et de puissance que je trouve magnifique et que je te remercie de me partager. Ouais, avec plaisir. Et puis, il y a quand même un espace, dans cet espace, il est vaste. C'est-à-dire que, juste pour finir là-dessus, parce que je pense que c'est assez important, et en tout cas, moi, dans la manière dont je vis la résilience, parce que je la vis autant que je peux, et c'est ça la définition de la résilience, c'est vivre les choses aussi bien qu'on peut. C'est pas vivre tout positif. Et il y a quand même un sacré amalgame, je trouve, et un sacré piège. Alors, la pensée positive, j'ai rien contre ça, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quand même dans cet espace, on a quand même des émotions, on a quand même des choses résiduelles. On peut avoir de la colère contre la vie dans cet espace. On peut avoir de la colère contre soi, contre les autres, on peut avoir de la tristesse, on peut en vouloir à la terre entière. L'idée, c'est qu'est-ce que je fais de ces émotions-là, en fait, ne pas les étouffer, ne pas vouloir être comme j'ai voulu le faire il y a quelque temps, hein, ne pas vouloir devenir un hologramme du Christ en disant non, non, je suis transparent, tout me traverse et ma colère, je ne peux pas l'avoir. Ça, c'est je pense,
plus grosse des erreurs qu'on est en train de faire et qui va continuer d'être proclamée dans les années à venir. Et moi, l'expérience que je fais, c'est que, et je dirais peut-être pas la même chose dans 5 ans, 10 ans, on est bien d'accord, la vérité, c'est toujours la vérité de l'instant même. L'expérience que je fais, c'est que quand cette colère pointe, je, 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 je me dis pas, ah non, faut que je sois blanche comme neige, je vais déployer mes ailes d'ange et puis je vais être une personne parfaite et je vais continuer à dire et à montrer que je ne suis pas impactée par cette... Non, ben non. La résilience, ce choix, justement, c'est le choix, c'est pas je balance, ok, j'ai des émotions, je les balance à la figure de l'autre personne. Voilà, on peut faire le choix de balancer la colère à la figure de l'autre personne, ou à la figure de la vie, ou d'en vouloir réellement la vie. Ou on peut se dire, bon, j'ai besoin de sortir cette colère, quel espace, et c'est cet espace-là pour moi, quel espace sécurisé, si j'en ai besoin, sécurisé, protégé, pour qu'il n'impacte pas quelqu'un d'autre, mais que moi, je puisse le sortir parce que j'en ai besoin et parce que la résilience est un mix entre le fait de descendre dans ces profondeurs, qui est là où on va chercher ces émotions qui sont très difficiles, parce que les événements sont aussi là pour ça. Enfin, ça dépend les croyances qu'on a, mais moi, c'est la mienne, pour ensuite les remonter à la surface, en quelque sorte. Quand on dit transformer le plomb en or, c'est ça que ça veut dire. Et donc, la résilience, la vie, en fait, parce que la vie est résilience, c'est monter, c'est descendre. Et comment je gère ça à l'intérieur de cet espace de choix qu'il décrit. Voilà, cet espace, pour moi, il est vaste et on peut faire des choses à l'intérieur de cet espace. Ce n'est pas juste un espace où on choisit, c'est un espace où on exprime, on crée les conditions pour nous, pour libérer certaines choses. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, là, on peut vraiment dire, OK, je fais le choix de mon attitude par rapport à la situation, maintenant que j'ai épuré un peu tout ce que j'avais à sortir. C'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui. Voilà, désolée pour la longueur. Non, non, c'est passionnant et c'est vrai que ce que tu soulèves là, je crois, c'est aussi cette question d'accepter d'être traversé justement par une multiplicité de flux qui portent, qui terrassent, qui écrasent et de pas nier cela, ne pas nier finalement notre condition humaine. Et je crois que ça pose vraiment le sujet de l'adversité qui fait Oui. partie de notre chemin d'humain. Et que finalement, cette question de l'adversité, je crois que et à travers ce que tu partages et ce que tu vis de manière presque comme si tu vivais avec le son au maximum en ce moment sur cette question de l'adversité, il y a quelque chose d'accueillir le fait qu'il y a toujours un adversaire, qu'il y a toujours une part d'adversité dans là où on en est dans nos vies, avec plus ou moins d'amplitude, plus ou moins d'intensité, plus ou moins de violence aussi, dans ce que tu décrivais de cette colère, ce côté d'avoir l'impression d'une très forte injustice, ce qui peut se passer, de ce qui peut se présenter, etc. Mais je crois que derrière, ça redit combien l'adversité fait partie. C'est pas un ingrédient où on croise les doigts pour pas que ça arrive. Ça va arriver et ça arrive, l'adversité. Et la question, effectivement, c'est est-ce que je lutte contre l'adversité en essayant de la repousser de toutes mes forces, de la nier, de tout ce qu'on veut, et du coup d'être dans une logique plutôt de destruction, que ce soit de moi ou de l'autre ou de ce qui se passe autour de moi, ou alors est-ce que je lutte avec cette adversité? Comment finalement, non pas de la destruction, je transforme finalement ce qui se présente et comment ça m'accompagne à descendre dans mes profondeurs, mais aussi à remonter vers un nouvel état d'être pour avancer sur mon propre chemin. Oui, et c'est là que du coup, bon, en tout cas moi personnellement, j'ai eu besoin de me débarrasser des termes de lutte. Parce que tant qu'il y a de la lutte, ça induit une notion de résistance contre quelque chose. Et donc, c'est plus le terme naviguer. Je ne crois pas qu'il soit de moi, hein, je crois que j'ai entendu ça quelque part, mais je ne veux pas m'approprier les mots de quelqu'un d'autre, mais naviguer, en fait. Se laisser traverser, comme tu disais tout à l'heure, naviguer, voilà, du mieux qu'on peut avec les tempêtes qui nous traversent. Et puis, comme tu dis, on ne peut pas l'éviter, c'est un leurre. Hmm. Un leurre, et des fois, je me demande si on n'est pas un peu là pour ça. C'est ça, et puis surtout quand tu dis naviguer, ce que je trouve intéressant dans ce terme aussi, c'est que dans la navigation, on fait avec les éléments en présence et en même temps on tient la barre, c'est-à-dire c'est pas la même chose que de se laisser balloter non plus. Oui, Il y a oui, quelque chose quand oui, même d'un engagement et oui, et oui, tout à fait. d'une mobilisation, y Oui, compris du corps. oui. Euh, Ça veut pas, ça inclut, ça induit aussi pour moi les moments où on va résister.
Bon, il y a des tas de moments où j'ai résisté et où je résisterai encore. Et il y a des tas de moments où je me dirais, bon, il faut que je me pardonne de résister. En fait, là, est-ce que j'arrive à naviguer? Est-ce que j'arrive à accueillir la situation? Non. Hier, j'y arrivais, ben, aujourd'hui, j'y arrive pas. Eh ben, c'est pas grave. Tu vois, il y a cette notion d'indulgence avec soi-même, mon Dieu, que je suis en train de découvrir, parce que j'étais pas du tout quelqu'un comme ça. Mais la situation m'a obligée à apprendre ça, comme beaucoup d'autres choses. Oui, et tu parlais tout à l'heure de cette peur de la perte qui, je crois, est partagée très largement par tous les êtres humains que nous sommes, effectivement. Et si je prends le contre-pied de cette notion de perte, ou comme tu dis, tu as expérimenté la perte de différentes façons et sous différentes formes, qu'est-ce que tu as gagné à ce jour, d'après ce que tu vis là? Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure de cette sensation de ton corps qui ne te disait pas que c'était euh, quelque chose à rejeter, à craindre, etc. Ton corps Ouais. t'envoyait un autre message que j'ai entendu comme presque un message où le corps se dépose et apaise finalement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais la manière dont tu le formules, j'avais jamais, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était en effet le corps qui me parlait quelque part. Euh, En fait, c'est tout ce que j'ai gagné. Ben, en fait, 2 ans auparavant, tout ce que j'ai dit précédemment, c'est jamais des choses que j'aurais pu dire. Parce que c'est des choses que je n'expérimentais pas. Alors, j'aurais peut-être pu les dire avec la tête, tu vois, parce que j'aurais vu ça dans des vidéos, parce que ça me paraissait sage, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est des choses que j'ai transpirées, je veux dire, que j'ai vécues dans mes cellules, quoi. Donc, euh, j'avais très peur de perdre les choses. Et j'ai encore peur aujourd'hui de perdre le peu que j'ai, hein, tu vois, donc ça reste. Hein, mais je me suis rendu compte que je ne vois pas du tout la vie comme avant. Je la voyais comme un combat, je la voyais comme quelque chose à atteindre, je la voyais comme quelqu'un à devenir, et ça encore un peu. Euh, je, je, Tu parlais d'éviter l'adversité, j'étais totalement là-dedans. Euh, je n'avais pas vu à quel point, à un moment, on peut être beau dans cette adversité, à quel point nos failles, quand elles s'ouvrent, bien sûr que ça fait mal, mais merci qu'elles s'ouvrent quelque part, même si ça fait un peu mal à la bouche de le dire sur le moment. Mais euh, je savais tout ça, je connaissais tous ces mécanismes mentalement parce que je commençais vraiment à m'y intéresser. Mais là, on peut dire que la vie m'a en quelque sorte dit, ah ok, maintenant tu as compris, maintenant tu vas expérimenter dans ta chair. Et c'est un autre niveau de compréhension. C'est même pas de la compréhension, c'est une intégration. Voilà. Et là, ça fait qu'un an. Donc, je dis souvent, je suis un bébé dans cette expérience. Tu vois, mais je pense que des gens qui sont dans le handicap ou dans l'adversité depuis plusieurs années pourraient en parler bien mieux que moi. Mais ce que j'ai gagné, c'est une vision de la vie totalement retournée. Enfin, même, ça n'a plus rien de comparable du tout. Donc, bien sûr que alors, le quotidien est plus dur en quelque sorte maintenant. Euh, L'autre jour, tu vois, alors moi, mes personnages, parce qu'on a tous des petits personnages, hein, tu sais, moi, mes personnages, depuis un an, là, ceux dans lesquels je peux tomber, c'est le petit personnage de la victime, tu vois, parce qu'on me le renvoie beaucoup, et le petit personnage de la guerrière, tu vois. Donc, voilà, je tire mon orgueil, mon ego, hein, l'énergie que je pique aux gens, depuis ces 2 personnages, principalement. Donc, c'est mes petits pièges hein, quotidiens que j'essaie de surveiller, mais voilà. Puis, bah, quand je tombe dedans, hein, puis j'essaie de me rendre compte. Et je me suis rendu compte à quel point je me rends compte de mes jeux beaucoup plus facilement. Tu vois, comme j'ai plus de temps pour m'observer forcément. Sur mon lit d'hôpital, j'ai beaucoup de temps pour sentir mon intérieur, etc. Et donc, je peux vraiment faire la différence aujourd'hui entre quand je réagis avec ces petits personnages-là qui ont peur de perdre, parce qu'en fait, c'est eux qui ont peur de perdre, et puis autre chose. Euh, et ça, c'est difficile à décrire. C'est ce truc-là, cette espèce de socle intérieur qui intervenait, qui prenait le lead, qui prenait le pilote automatique lors des moments les plus difficiles, lors des amputations, qui qui prend le lead parfois en ce moment pour continuer à trouver le courage de m'occuper de mes 3 enfants seule, parce que c'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a cette autre chose, en fait, qui je pense, n'aurait jamais été ressenti de cette manière si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Donc, tout ce que j'ai perdu en quelque sorte, c'est pas des choses que j'ai perdues, c'est des choses que j'ai vécues qui ont mis à jour autre chose.
Oui, qui ont permis d'ouvrir aussi une autre manière d'être au monde pour toi. C'est ce que Oui. j'entends aussi. Et du coup, Euh, d'accéder à quelque part, de revenir, on parlait du corps tout à l'heure, revenir aussi au cœur de ton être et ouais. de qui tu es, d'aller vers toi finalement, avec tout ce travail où finalement tu t'es départi de beaucoup de choses qui te qualifiaient. Et Exactement. petit à petit, il y a une forme d'essence qui se présente, quoi. C'est ça. Tu le dis très bien. Il y avait une liste de choses qui me qualifiaient, bonnes comme mauvaises, mais je me cachais derrière une expérience professionnelle passée, derrière des passions, derrière des traits de caractère, derrière des vécus, un peu comme tout le monde, quoi. Et Hmm. ça, c'est ce qu'on appelle la personnalité, tu vois. Mais derrière la personnalité, derrière toutes ces choses qu'on croit être, il y a bien autre chose. Et si tu veux, je suis un peu émue en le disant parce que les moments où j'ai pu un peu toucher ce truc du doigt, il y a plus de qualificatif. Hmm. Il y a plus de mots, il y a juste une sorte de grandeur. Il n'y a aucun orgueil derrière ça parce qu'on ne parle pas du tout c'est pas une dimension où l'orgueil existe en fait. Donc, alors j'en parle, j'ai touché ça de manière très succincte, hein, très furtive, mais c'est une grâce quoi. Donc, bah, le risque, après, le piège, c'est de vouloir retoucher ça, tu vois, d'être à la quête de ça. Et c'est justement quand on se met à la quête de ça qu'on ne trouve pas. Parce qu'on agit pour. Et qui agit pour? Bah, la petite personnalité. Donc, l'idée, c'est d'essayer de naviguer, quoi, de me laisser porter, de me détendre, d'arrêter d'essayer de faire, d'essayer d'agir. Ça, j'ai appris ça très rapidement sur mon lit d'hôpital. J'ai beaucoup regardé le plafond, hein. Je ne sais pas si tu as vu le film de Grand Corps Malade, mais il est très très bien fait. On regarde, on le connaît par cœur, là, on sait combien il y a de lignes de gauche à droite, de haut en bas. On a tout ça à faire, mais je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pour moi, ce genre de truc, ça arrivait aux autres, tu vois. Et je me disais, attends, enfin, j'ai passé les 40 premières années de ma vie à essayer de réfléchir quoi dire, quoi faire, quoi mettre en place pour avoir ce projet, pour avoir ce poste, pour paraître bien aux yeux des autres, parce qu'il faut qu'on arrête de se raconter des histoires, on fait ça en permanence, pour être une bonne mère, pour garder mon image, pour confirmer tous mes systèmes mentaux, tous mes systèmes égotiques en fait, pour confirmer tout ça. Sauf que là, il m'arrive quelque chose, j'ai jamais rien fait consciemment, volontairement pour que ça arrive. Et c'est arrivé. Donc, à quel point aujourd'hui je peux dire que je peux encore contrôler quelque chose avec mes actes ou mes mots? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je parle encore depuis la personnalité, quoi, depuis la chose en nous qui veut avoir, qui veut être, la chose qui veut, en fait. Et du coup, bah, aujourd'hui, je me dis, mais enfin, c'est... Alors, je le fais encore, hein, parce que je suis humaine, mais quand je me vois, je me dis, mais c'est très bien que la vie ne marche pas comme ça. Oui, tu as gagné, c'est ce que j'entends, une forme de lucidité, c'est-à-dire même de te voir faire Mm. quand ces moments-là se présentent. Le rire que tu as, il dit ça, il dit ce décalage de de te prendre au piège finalement, Ouais, voilà, la main ouais, dans le sac de cette posture où effectivement très conquérante, très, ouais, si on parle d'énergie masculine pour le coup, voilà, d'aller dans la conquête, etc. Alors que on est invité, c'est ce que j'entends aussi, à être dans homme ou femme d'ailleurs, hein, ça c'est pas du tout le sujet, mais d'être dans une façon d'accueillir de manière plus féminine aussi ce qui oui. se présente et y compris notre manière de nous positionner face aux événements, ce qui n'enlève pas la capacité d'être en posture créatrice face Mm. aux événements qui se présentent Oui, et face à la réalité à laquelle on fait face. oui, oui, totalement. Tu parlais tout à l'heure de tout ce que tu étais, de toutes ces identités, de tous ces qualificatifs et de tout ce que tu avais mis beaucoup d'énergie et de temps à construire. Je trouve aussi notable de souligner combien, avant cette épreuve que tu as traversée au printemps 2023, il y avait déjà eu pour toi une grande phase de changement. Ouais. Si je résume, sur le papier, tout allait bien pour Lucie. Tu cochais toutes les cases. On peut dire ça comme ça, sur le papier, ouais. Sur le papier, tout allait bien. Et Ouais. pourtant, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et notamment, le moment du Covid a été un moment peut-être à la fois de révélateur et de catalyseur. Ouais.
catalyseur plus parce que révélateur, ça faisait. Alors, j'avais en effet tout. Alors, je dis souvent ça parce que c'est rigolo, mais j'avais le CDI, le poste cadre, le conjoint depuis 20 ans, 3 enfants, des poules, un chat, 2 CDI, 2 voitures, une maison, un emprunt à la banque et des vacances chaque été. Ouais. Donc, le truc, l'aboutissement peut-être pour beaucoup de gens. Et sauf que vers 36 ans, 37 ans, voilà, quelque chose à l'intérieur qui commence à un inconfort. Voilà, au début un inconfort, puis de plus en plus quelque chose qui hurle au niveau de mon travail, au niveau de mon couple. Donc j'ai adoré mon travail, j'ai adoré ce que j'y ai fait, j'ai adoré la boîte où j'étais. Mais je courais après le chiffre d'affaires, l'export, malgré tous les voyages que je faisais, ça n'avait plus de sens pour moi. Donc je commençais à pas me sentir très bien avec mes valeurs là-dedans. Et puis mon couple, ça faisait des années que je disais à mon conjoint, tu sais, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas et tout. Puis bon, il y avait pas de, on n'arrivait pas à se comprendre. Et le Covid a été l'étincelle, puisque bah, le fait de me retrouver un peu enfermée avec mon conjoint toute la journée, tu sais, comme beaucoup de couples, bon bah ça n'a pas tenu. Et je me suis, à la fin du confinement, je suis partie en retraite méditative, chamanique. Bon, bref, je ne suis pas forcément dans le chamanisme, mais je suis très ouverte à ça, mais voilà, je ne pratique pas. Mais voilà, une retraite, en fait, un temps pour moi. Et quand je suis revenue de ça, j'étais perdue, quoi. C'est-à-dire que là, je ne pouvais plus nier ce décalage intérieur que je ne comprenais pas. Alors, j'étais en panique intérieure, tu vois. J'étais au travail, j'étais mal. Et dans mon couple, à la maison, ça n'allait pas du tout. Et donc, je rencontre quelqu'un. À ce moment-là, je rencontre un chorégraphe qui me fait rentrer dans sa troupe de danse. Euh, et on commence une relation ensemble. Et donc, au bout d'une semaine, une semaine de relation, je me dis, bon, bah, je quitte le père de mes enfants. Donc, je mets fin en une semaine, je mets fin à une relation de 22 ans. Je ne savais pas où j'allais avec cette relation, j'y croyais pas vraiment, mais je me disais, si je suis capable de faire ça, c'est qu'avec le père des enfants, c'est bel et bien terminé. Et ça m'a soulagée en quelque sorte. Et, euh, et puis, donc, je commence cette relation. C'est une personne qui me permet de me lancer dans mes passions, la danse. Et puis, je me découvre une passion qui est le chant. Donc, les harmonies, les chœurs, tu vois, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et même chanter en général, j'aime beaucoup. Et donc, lui, comme il est artiste, un artiste gabonais, harpiste, il fait un album et donc il m'inclut totalement dedans. Donc là, j'ai un peu une vie où j'ai mes enfants une semaine sur deux, puis une semaine sur deux, je suis avec voilà, un nouvel amoureux, etc. Alors, c'est pas non plus le bonheur parce que c'est une relation très compliquée. C'est un Africain, c'est un Gabonais avec des valeurs. Bon, pour moi, c'est pas forcément non plus les valeurs de l'Afrique, mais tu vois, par rapport à la femme, c'est très, très enfermant. Avec en plus bah, des projets polygames. Enfin, bon, je te raconte pas l'histoire, c'est vraiment. Ah, c'est un peu sordide. Mais voilà, je suis amoureuse, je me laisse un peu embarquer là-dedans. Et puis, au bout de 2 ans de relation, on décide d'aller au Gabon pour aller voir, rencontrer sa culture. Moi, avec le Covid, ça fait 1 an que je n'ai pas voyagé à ce moment-là, donc j'ai trop envie, quoi. Tu vois, l'Afrique et l'Asie, c'était mes terrains de chasse, en quelque sorte, donc je suis contente d'y retourner. Et donc, on reste un mois là-bas, tout le mois de février 2023, l'année dernière. Et puis, à mon retour, alors je ne sais pas dans quel niveau de détail tu veux que je rentre, mais voilà, à mon retour, voilà, je fais des malaises, on diagnostique rapidement aux urgences en France un paludisme sévère. Je me dis que c'est pas grave, quoi. Voilà, je vais rester quelques semaines au lit, c'est pas méchant. Sauf que si, c'est méchant, en fait. Et on me met dans le coma. Donc, je reste 3 semaines dans le coma. J'ai fait 2 comas, en fait, successifs. Et le pronostic vital est engagé. Donc, les poumons sont arrêtés, les reins sont arrêtés. Donc, je vis avec les machines. Et comme les organes vitaux sont attaqués, il y a un phénomène de nécrose qui commence à arriver. Donc, celle de nécrose, en fait, c'est quand tes organes vitaux sont attaqués, ils ont besoin de sang, tu vois, pour se nourrir, pour se protéger. Et quand l'attaque est importante, bon, bah, il y a des transfusions. Hein, donc, j'ai été transfusée peut-être 7-8 fois, je crois, minimum. Mais quand ce n'est pas suffisant, bah, le système immunitaire prend la décision de retirer le sang des pieds et des mains parce que c'est des parties non vitales. Voilà. Donc, ça ressemble progressivement, les pieds et les mains s'atrophient, sèchent et noircissent, comme les momies au Louvre. Hein. C'est le même processus, sauf que tu es en vie. Donc, c'est extrêmement douloureux. C'est vraiment les fluides qui se retirent de ton corps, alors que tu sens tout.
Donc, c'est une douleur qui n'est pas descriptible, mais moi, j'en ai pas souvenir. Voilà. J'ai souvenir que j'ai souffert. Quand je t'en parle, là, tu vois, mon corps réagit. Donc, j'ai souvenir que j'ai souffert. Mais j'ai pas de souvenir d'image sur ça. Ni enfin, émotionnel, physique, mais pas émotionnel, mental. Et ce que j'ai retenu de ce que tu dis justement de ce moment de transformation physique où le corps justement se met en sécurité, finalement se met en mode de survie Ouais. et où le sang quitte un peu comme un arbre qui décide de laisser tomber des branches pour pouvoir Oui. préserver le tronc et le système de circulation de la sève. Il va y avoir ce processus et il y a deux moments où la question du choix justement s'est présentée de manière officielle d'une part et puis de manière plus liée à l'expérience du coma notamment pour toi. La première fois, c'est le choix le corps médical qui te met face à ce choix de l'amputation. Oui. Comment tu réagis? Parce que là, pour le coup, c'est une question de vie ou de mort. Là, on est vraiment dans Oui. ce sujet-là. Ouais, ouais. Alors, en fait, après le coma, si tu veux, on te sédate tellement qu'il y a quand on te réveille, on diminue, enfin, pour que tu ne replonges pas dans le coma, on diminue la sédation. Donc, moi, j'ai reçu le maximum qu'un être humain peut supporter en termes de traitement. Et il y a même le risque que le cœur lâche à cause du traitement, à cause de la force du traitement. Mais de toute façon, soit le cœur lâche, soit le palu te tue. Donc, autant y aller, quoi. Tu vois, donc, le sevrage au réveil est extrêmement violent. Et donc, le cerveau déraille en quelque sorte. Alors, des gens vont dire que comme on revient d'une dimension, parce que bon, moi, j'ai pas eu un coma, c'était pas un sommeil. Hein, pour moi, j'ai eu une expérience dans le coma, ailleurs. Alors que pourtant, je suis quelqu'un de très cartésien. Mais là, je ne peux pas, mon mental, non. Là, je ne peux pas mettre une explication cartésienne sur ça. Mais du coup, il y a des gens qui vont te dire qu'on revient progressivement des dimensions et donc on traverse plusieurs dimensions. C'est pour ça qu'on a des visions. Voilà. Et puis d'autres vont te dire que le sevrage est violent pour le cerveau, c'est pour ça qu'on a des hallucinations. Donc je me rappelle du moment où on m'a parlé des amputations, mais je n'ai pas été surprise. Ça a été un peu dur à entendre, mais j'étais un peu dans mon délire, moi. Tu vois, je voyais des trucs, enfin, voilà. Donc la compréhension a été progressive, en quelque sorte. Et on m'a dit qu'il fallait commencer par les pieds parce que il y avait des plaies qui montaient jusqu'à. En fait, les membres sèches noircissent, se durcissent, mais aussi il y a une sorte de. Bon, je ne sais pas si le mot est juste, mais une sorte de gangrène sur le haut des membres asséchés. Donc j'avais des plaies qui commençaient à monter un peu plus haut que les chevilles, tu vois. Et en fait, on regardait régulièrement mes plaies, et dès qu'il y avait une plaie qui était pas très belle, il y avait un risque de septicémie. Et donc, une semaine après mon réveil du coma, on me fait rencontrer un spécialiste et le spécialiste me dit, les mains, ça va, c'est beau, enfin, c'est beau, les plaies sont saines, mais les pieds, il y a une plaie là qui est pas belle. Et donc, je serai vous, j'attendrai pas. Et donc là, on me dit que ce serait bien de m'opérer dans les 48 heures. Et moi, à ce moment-là, j'ai à peine repris mes esprits. Tu vois, je viens de comprendre en fait que j'ai failli mourir. Je ne le savais pas. Ouais. En fait, tu te réveilles du coma, tu comprends pas ce qui se passe. T'es abattu, t'en peux plus, t'as envie de dormir tout le temps, t'as mal. Et puis, c'est 5 jours après mon réveil du coma que mon conjoint de l'époque m'a dit, mais t'as failli mourir en fait. C'est vraiment bizarre. Et puis après, on t'annonce les amputations. Une semaine après, 3 jours après, tu es chez le spécialiste, il faut te faire amputer en 48 heures. Donc, je leur ai dit, mais attendez, je ne suis pas prête, en fait. 48 heures, c'est trop court pour me décider. On m'a dit, non, mais en fait, si vous vous décidez, il faut nous le dire dans 3 heures, parce que ça veut dire que dans 3 heures, il faut qu'on réserve le créneau pour le bloc opératoire de vendredi. On était mercredi. Donc, c'est des moments compliqués à décrire parce qu'ils ne sont pas vraiment descriptibles, mais en fait, ils ne sont pas compliqués à imaginer, c'est exactement ce qu'on imagine. Donc, si demain, si là, tout de suite, on te dit, il faut qu'on coupe les pieds dans 2 jours, ben voilà, imagine ce que ça fait, ben c'est ça. Enfin, je pense. Donc, il y a vraiment, je dis souvent, il y a une espèce d'horreur, quoi. Tu sais, le mot horreur, là, il prend toute sa dimension. Et puis, bon, je me suis dit, j'ai déjà failli mourir de manière non intentionnelle. Là, bah, j'ai le choix
Parce que ça peut revenir, tu vois, potentiellement. Le sang peut revenir et réalimenter les membres, mais on m'a dit non, mais là, ça ne reviendra pas, madame. Donc, mon conjoint qui est africain, qui avait envie de tester, tu vois, peut-être des choses, tu vois, d'autres traitements plus naturels auxquels je crois aussi. C'est pas le problème. Mais là, on était à un stade Oui, il y avait vraiment un avancé. degré d'urgence, en fait. Voilà. Et en fait, c'est ça. Je me suis dit, bon, mes enfants ont déjà souffert de l'épreuve qu'ils viennent de vivre. Voir sa mère respirer artificiellement avec le bruit que ça fait, tu vois, enfin, ça ne doit pas être facile à encaisser. À l'époque, bah, ils n'étaient pas un peu comme aujourd'hui. Ils avaient 16, 13 et 5 ans. Je me suis dit, là, on me prévient que j'ai un risque de septicémie, donc de mort, et donc je dois faire ce choix. Donc, j'ai pas hésité très longtemps. Hmm. Et tu parlais de ta phase justement de coma où pour le coup, là, le choix s'est présenté aussi. Ouais. Tu m'as dit, enfin, tu as dit, et je l'ai entendu dans une de tes interventions, combien cette expérience du coma avait été pour toi une forme de traversée justement et qui avait eu Ouais. à un moment donné ce choix de est-ce que tu reviens ou est-ce que tu Ouais. pars? Ouais. En fait, il n'y a pas eu de. Je me rappelle pas du choix. Je me rappelle pas avoir fait le choix de revenir. Tu vois. Hmm. J'aimerais bien me rappeler de ce moment quand même. Parce qu'on a dû me dire, bon, soit tu fais autre chose, soit tu reviens, mais sans pied, sans main. Bon, j'ai peut-être pas fait youpi, mais je me rappelle avoir compris que j'avais le choix. En fait, il y a eu l'arrivée dans cette autre dimension. C'est tellement des mots compliqués, hein, de choisir les mots pour ce genre de choses, mais je suis arrivée dans cet autre endroit. Voilà. J'ai été accueillie. Et ensuite, j'ai été accueillie par plusieurs personnes ou enfin, êtres, hein, je ne sais pas comment on dit ça. Et ensuite, j'avais un être avec moi tout le temps, une sorte de guide qui était toujours sur ma droite, avec lequel on communiquait, mais sans les mots, en fait. C'était une sorte de télépathie. Il y avait comme si les informations arrivaient un peu par l'arrière du dos, tu vois. C'est l'impression que ça me fait aujourd'hui. C'est Comme une onde un peu. comme une onde, ouais, comme l'information arrive, en fait. Le message arrive. Et donc, j'étais guidée et à un moment, j'ai compris, ah ouais, d'accord, donc je peux choisir de revenir, mais je peux aussi choisir autre chose, une suite de parcours autre. Et donc, ça veut dire le décès terrestre, en quelque sorte. Euh, Au moment où j'ai compris ça, il y a eu un sursaut humain, je présume, qui a été, il y a la photo de mes enfants qui est arrivée par la gauche, en fait. Elle a fait boum, elle a fait un cercle et elle s'est plantée devant mes yeux. Et j'ai vu mes trois enfants. Il n'y a personne d'autre, il y a mes trois enfants. Et pendant une demi-seconde, enfin, je sais pas la notion du temps, mais vraiment de manière très furtive, il y a quelque chose qui a fait, mais je ne peux pas ne pas revenir. Pour eux, c'est pas possible quand même, j'ai trois enfants là-bas. Et instantanément, il y a cette information justement qui arrive. Et c'était une information, c'est toujours bizarre pour moi de parler de ça parce que j'en parle pas souvent, mais j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois. C'était d'une bienveillance, d'une chaleur, d'un amour incroyable. Et ça disait, mais tu sais qu'il n'y a pas de drame. Il n'y a aucun drame possible si tu décides de ne pas revenir. Tout ça, c'est qu'une expérience. C'est une expérience d'évolution, quoi. C'est... Bon, voilà, enfin, les mots vraiment que j'ai reçus à ce moment-là, c'était il n'y a pas de drame. Tout ça, c'est qu'une expérience et tu le sais. Voilà. Donc, mais vraiment encore avec cette sensation d'une extrême bienveillance, un amour, une chaleur, une grandeur, quelque chose d'incroyable. De très enveloppant. Très enveloppant, ouais. C'est ça, merci. T'as les bons mots pour exprimer ça. Et à ce moment-là, j'ai poursuivi mon expérience. J'ai mis de côté tout ce qui était. J'ai entendu mon conjoint aussi, à ce moment-là, qui me disait de revenir, qui me disait, je ne sais pas où tu es, mais reviens, on a des choses à faire, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, quand il y a eu cette information, j'ai mis de côté tout ce qui me rattachait à la vie terrestre, en quelque sorte, et j'ai pu poursuivre mon expérience et mes apprentissages là où j'étais, en tout Hmm. cas. Dont j'ai peu de souvenirs. C'est des bribes aujourd'hui, tu vois. Je me rappelle très bien de mon arrivée, de ce qui s'est passé, de tout cet échange-là dont je parle. La suite, je m'en rappelle un peu, mais ça s'est un peu effacé. Estompé. Ouais, c'est comme ça. Hmm.
Et ce que tu décris finalement de tout ton chemin, que ce soit ton parcours de vie, ça me fait penser à cette image, tu sais, du labyrinthe qui parfois est lumineux et puis parfois est très sombre. Et tu as parlé tout à l'heure de Christiane Singer, qui est une femme que j'aime Ouais, énormément également. ouais. Et il y a vraiment une citation d'ailleurs qu'elle a écrite dans le livre que tu évoquais tout à l'heure, Dernier fragment d'un long voyage, Oui, c'est ça. Tout à fait. qui est absolument magnifique, qui dit notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. Mm. Euh, j'ai le sentiment que c'est une forme de labyrinthe très sombre que tu as parcouru, que ce soit à travers cette expérience, mais aussi à travers les méandres finalement à travers lesquels tu es passé, que ce soit dans le coma, dans la phase de modification de ton corps, mais aussi dans toute cette phase de reconstruction et d'apprentissage avec ce nouveau corps que tu es en train de vivre. Et j'aime beaucoup cette idée de ce fil de la merveille qu'il s'agit pour chacun de nous de ne jamais lâcher. Et je suis Oui. curieuse de savoir quel est ton fil de la merveille à toi. Tu as parlé de la danse, par exemple. Est-ce que Mm. c'est ce qui te continue de te nourrir et comment tu nourris ce fil de la merveille au quotidien encore aujourd'hui? Je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui, si ça doit être un chemin permanent, je pense qu'il n'est pas encore complètement façonné, il n'est pas encore complètement défini pour moi. La danse, oui, j'adorais ça. C'était le seul truc qui me vidait la tête, vraiment. Euh, mais peut-être que, en fait, il y a cette phrase absolument agaçante que beaucoup de gens disent tout le temps, c'est tout est juste. Et pourtant, ça me paraît un peu vrai quand même, tu vois. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est autrement que je dois trouver cette sérénité. Tu vois, pas par la gesticulation en quelque sorte, même si elle est absolument salutaire. Je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre la danse, je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre le chant. Peut-être que je vais trouver d'autres choses. Mais ce fil de la vie, moi, ce qui me tient aujourd'hui, et quand je dis ça me tient, c'est vraiment ça, quoi. C'est comme si ça me tenait les tripes. C'est ce que tu as mentionné tout à l'heure, et c'est vrai sur lequel je ne suis pas revenue, c'était peut-être de ça quand tu voulais que je parle, c'est cette espèce de confiance. Le fil de la vie, pour moi, aujourd'hui en tout cas, et encore une fois, ce sera peut-être pas la même chose dans 5 10 ans, mais c'est ce fil de confiance où tu parlais de labyrinthe, ben, le fil d'Ariane, quoi. Je vois rien, je suis perdue, mais il y a ce fil, quoi, qui... j'ai vraiment eu, même sur mon lit d'hôpital, la certitude que tout ça arrivait pour une raison. J'ai aujourd'hui, je me sens aujourd'hui, alors c'est toujours dur à dire ça pour moi encore, hein, parce que c'est récent, hein, ça fait qu'un an, mais je me sens aujourd'hui plus à ma place, à parler de ce dont on parle là ensemble, par exemple, qu'à qu'à vendre des produits ou ou à même chanter, danser sur un album, tu vois. Enfin, quelque part, c'est difficile. Bah, oui, bien sûr. Et puis, c'est pas parce qu'il t'arrive ça qu'il t'arrive pas tous les autres problèmes de la vie. Tu vois, j'ai ma rupture à digérer aussi. Il y a plein de choses. Mais quand c'est difficile, j'essaie de me rappeler, regarde tout ce que ça te fait traverser. Regarde à quel point tu as dû traverser et tu traverses encore. Bon, c'est un peu galvaudé ce que je vais dire, mais on parle des 5 blessures, tu vois. Il y en a peut-être d'autres où il y a des sous-catégories, mais l'injustice, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, tout ça, j'ai traversé tout ça et je le traverse encore, tu vois, de manière vachement appuyée. Et puis, j'ai certaines compréhensions, tu vois, dans les limites que je me mets. Je me mettais tellement de limites avant, j'avais tellement de certitudes sur tout. Je me dis, mais mon Dieu, ça ouvre. Alors, dans les bons jours, je me rends compte, il y a encore cette espèce de grâce, quoi, où je me dis, mais mon Dieu, mais je suis plus du tout la même personne. Et la dernière leçon, c'était, je te dis, il y a 2 semaines, quand je me suis dit, mais oui, j'ai tout perdu, mais attends, est-ce que je voudrais ravoir tout ce que j'ai perdu en échange de là ce que j'ai gagné? Ben non, ben non. Ah, encore une fois, ça fait mal à la bouche de dire ça parce que on aimerait bien, comme dans Matrix, reprendre la petite pilule bleue ou rouge, je sais pas, puis oublier tout ça. Mais en vrai, le vrai chemin, je le sais que le vrai chemin, c'est celui que je suis en train de faire. Donc, le fil de la vie, pour moi, c'est la confiance que je mets dans la vie. Et je me dis, bah, elle est comme une mère, quoi. Alors, c'est un peu. En fait,
On essaie tous de se mettre un peu des images, tu vois, qui nous font du bien. Et moi, mon image, c'est de me dire que la vie, ben, euh, je suis un peu son enfant, tu vois, puis en fait, elle me regarde apprendre à marcher et je me casse la margoulette, quoi. Et bon, elle me relève une fois, je retombe, elle me relève deux fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, elle ne me relève pas. Parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que j'apprenne. Et c'est pas parce qu'elle me laisse dans mon caca, en quelque sorte, qu'elle ne m'aime pas. On a tous fait cette expérience avec nos enfants. Donc, j'essaie de voir les choses comme ça. Il y a des jours où je ressens la confiance. Il y a des jours où je ne la ressens pas. Ben, les jours où je ne la ressens pas, eh ben, je préviens mes amis que je n'ai pas envie de parler. Je me fous en PLS sous la couette. Et puis, si je passe la journée à être dans cette énergie, ben, je passerai la journée à être dans cette énergie. C'est que quelque chose a besoin de descendre aujourd'hui pour remonter demain. Dans ton parcours, Lucie, comment tu as fait évoluer ton rapport à la limite? Je me suis rendu compte que les limites étaient là pour que je grandisse. Tu vois. Accueillir les limites et de les voir comme un appui plutôt que Oui. comme une Ouais. Comme frontière. une proposition d'ouverture que comme une limitation. Hmm. En fait, j'ai été confrontée. Alors moi, j'étais quelqu'un qui avait un souci avec l'échec. Je ne l'aurais pas avoué enfant, mais maintenant que je le vois clairement, c'est facile. Je me suis retrouvée donc sans pied, sans main, donc forcément, ben, sans main. Alors, je suis amputée assez long, hein. Je ne sais pas si on verra sur la photo, mais j'ai une bonne longueur de bras qui me permet quand même d'attraper des objets, de faire beaucoup de choses. Mais évidemment, ben, j'ai cassé beaucoup de tasses, j'ai fait tomber beaucoup d'objets, j'ai raté beaucoup de choses en fait. Donc je me suis confrontée, en tout cas dans les premiers jours après mes opérations et même plusieurs mois après dans la rééducation, à une cinquantaine d'échecs par jour. Tu vois, comment apprendre à brancher ton téléphone, comment apprendre à boire, comment apprendre à manger, comment apprendre à aller aux toilettes, en fait, avec les accessoires qu'on me faisait et parfois sans. Et j'ai dû remanier mon rapport à l'échec. Donc, je l'avais assez bien digéré, je commençais à assez bien le comprendre, mais je prenais toujours ça comme une limite. Et il s'est passé quelque chose un jour, c'est-à-dire que j'étais en week-end de permission euh, chez mon conjoint et donc j'avais mes prothèses et il part travailler. Donc je restais seule à l'appartement pendant 4-5 heures. Il part travailler et moi j'étais au téléphone à ce moment-là et je me mets à bouger en fait. Avec ma jambe, je me mets à bouger, je ne sais pas comment. Et ma prothèse se détache. Et le problème, c'est que moi, à l'époque, je ne pouvais pas les mettre toute seule parce que c'est comme il y a une sorte de gaine, tu vois, qui rend le truc, à l'époque, la gaine qui rend le truc sous d'air qui fait que ça se maintient. Et moi, je n'avais jamais essayé de la mettre seule parce qu'on m'avait dit, tu ne seras pas autonome avec ça. Il faudra toujours toute ta vie quelqu'un pour te les mettre le matin, te les enlever le soir. Donc c'était dur pour moi, ça, tu vois, parce que bon, j'avais quand même une certaine autonomie, un certain orgueil, une certaine envie de liberté. Et puis, et donc là, la prothèse s'en va, en fait. Oh, et là, je me dis, c'est pas vrai. Mon Dieu, c'est pas vrai. Donc, je commence à râler un peu, tu vois. Je me dis, mais voilà, il est parti. Et puis, machin. Ça fait du bien de râler dans ces moments-là. Je me l'autorise toujours, même encore aujourd'hui, en fait. Bien sûr. Et, euh, et après avoir râlé pendant 5 minutes, je me dis, bon, il y a toujours, après la phase, tu vois, un peu d'ombre, si on se la permet, c'est ça que c'est ça que j'ai appris. Si je me permets de râler, tu vois, toujours dans un cadre sécurisé, il y en a qui diraient en conscience, c'est-à-dire que je m'observe en train de râler. Je ne suis pas en train d'y croire, c'est ce que je suis en train de dire, mais j'ai besoin que ça sorte, tout en n'y croyant pas. Je ne sais pas si tu vois un peu Oui, le. oui, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de cette distance Ouais, à c'est ça. travers le rire. Tu te vois faire, mais il y a une forme d'étape Ouais, cathartique nécessaire sur cette exactement. première étape. Exactement. Exactement. Et donc, je me mets à râler. Et une fois que j'ai plus rien à râler, j'ai plus rien à sortir, il y a ce petit truc, tu vois, la toute petite voix intérieure. Parce que la voix intérieure, elle est beaucoup plus fluette, elle est beaucoup plus, comment dire, discrète que la voix du mental, la voix de l'ego, etc. Et il y a cette petite voix qui dit, mais en fait, tu n'as jamais vraiment essayé du coup. On t'a dit que ce ne serait pas possible. Toi, tu as vu qu'à chaque fois que les gens te la mettaient, ils utilisaient leurs doigts pour enlever les bulles d'air, ils pinçaient entre leur pouce et l'index pour tirer tout ça. Mais après tout, il y a peut-être une manière de faire qui serait la tienne, qui pourrait peut-être fonctionner. Et donc, je me mets à essayer. Et donc, si tu veux, c'est une gaine d'environ 80 centimètres de long. Donc, tu vois la remonter, tu vois, en la roulant. Et bah, c'était pas parfait ce que j'ai fait.
Mais ça permettait quand même que je puisse la mettre un peu et déambuler dans l'appartement. Et donc, là, je suis contente, tu vois. À chaque petit succès, c'était super pour moi parce que je me disais, ah, voilà, je vais peut-être avoir la même liberté qu'avant. Pour moi, c'était dingue, en fait, de réussir à faire ça. Et là, j'ai ce que j'appelle ça les petites claques de la vie, tu vois, les petites claques derrière la tête qui disent, mais regarde, tu vois bien, tu as râlé. Mais grâce à cette situation qu'au départ tu as prise pour fâcheuse, cette situation que tu as refusée, que tu ne voulais pas, ben, tu viens de faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait si cette situation n'était pas arrivée. Donc, je m'amuse un peu à ce moment-là de la vie, de la petite leçon que je viens de prendre. Je m'amuse un peu, je me dis, ah ben voilà, c'est marrant ces dialogues avec la vie, tu vois, dans ces moments-là, tu es tout seul et puis, ah, ça y est, tu as compris quelque chose. Et à ce moment-là, il y a comme une compréhension beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui dit, mais en fait, ça, c'est pareil avec toute cette expérience. C'est-à-dire que cette expérience, cette sensation que tu as d'être à ta place et que tu ne sais pas pourquoi ça arrive, mais que tu sens que ça arrive pour quelque chose. Eh ben, cette situation qui a l'air tragique en apparence, que tu ne voudrais pas en quelque sorte, ben, elle va te mener aussi à être et à faire des choses que tu n'aurais jamais faites et une personne que tu n'aurais jamais été si cette expérience n'était pas arrivée. Et donc, aujourd'hui, je ne vois plus du tout, pardon pour le terme, mais les emmerdes comme je pouvais les voir avant. Tu vois, alors, ça ne veut pas dire que je les accueille bras ouverts et que, Bien sûr. tu vois, mais ça a été une compréhension qui a validé un ressenti corporel que j'avais eu quelques mois auparavant. Et c'est une compréhension qui me rattrape toujours et qui est liée avec la foi en la vie dont on parlait juste avant. Et avec cette idée que l'obstacle, l'adversité est aussi une possibilité sur laquelle s'appuyer pour s'accomplir finalement et que c'est de la ténèbre que va naître la lumière Euh, et qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans. oui, alors je dirais même, tu dis c'est aussi une possibilité. Moi, je dirais ce n'est qu'une possibilité. Mm. C'est-à-dire que euh, il n'y a aucun. Mais ça, je pourrais, je vais pas dire, je pourrais mettre ma main au feu, mais je pourrais mettre mon corps au feu. Il y a rien qui nous est envoyé de difficile qui n'est pas exclusivement pour nous faire grandir. Et c'est là où on rejoint ton thème, c'est qu'en fait, il est là le choix. En fait, chaque chose qui nous arrive peut soit nous faire évoluer, soit nous tirer vers le bas. Et elle nous tirera vers le bas tant qu'on n'aura pas posé ce nouveau regard. C'est ce que je crois. Et donc, soit on fait le choix tout de suite, soit on ne comprend pas tout de suite et il n'y a pas de problème. La vie est d'une pédagogie sans limite. Donc, elle nous représentera les choses. La vie est, pour moi, d'une pédagogie et d'une bienveillance sans limite. Et donc, il y a tout ce qui nous est envoyé. Mais je veux dire, ça va d'une quadruple amputation à ton voisin qui t'embête parce que son chien, il crie la nuit, quoi. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'être des bénis oui et de tout tolérer, même l'inacceptable, mais qu'est-ce que je fais de cette situation? C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Voilà. Et en effet, c'est un choix. C'est un grand mot, le choix, je crois. Merci Lucie, merci de nous inviter à travers ton témoignage à re-questionner nos évidences et à veiller à aller vers nous encore et encore. Merci beaucoup. Merci à toi, Oriane, avec plaisir. Un grand merci à Lucie pour sa confiance et pour ses partages authentiques et inspirants. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous propose d'identifier la pépite que vous choisissez d'en retenir. Et ce mot, cette phrase, cette idée, comment allez-vous l'intégrer à votre réalité? Quel est le premier petit pas que vous choisissez de réaliser dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Je vous propose de me partager les déclics ou les questions que cette conversation aura peut-être fait émerger en vous. Et pour en savoir plus sur l'actualité de Lucie qui fourmille de projets et pour lui écrire, suivez-la sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, à Lucie Retaille, sur son compte Facebook Lucie Retaille Luc et Luc ou son compte Insta lucie.retaille.
Et pour la soutenir financièrement, direction le site despiedsetdesmainsporlucie.weebly.com, W2EBLY, ou encore la cagnotte en ligne des pieds et des mains pour Lucie sur le site cotizup.com. COTIZUP. Merci pour elle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com. Et si cet épisode vous a plu, dites-le avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille, voilà le précieux soutien que vous pouvez apporter à ce projet de cœur pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Et si vous souhaitez travailler avec moi pour que je vous accompagne à raviver votre énergie créative afin de déployer plus grand vos projets singuliers, eh bien contactez-moi via mon site oriansavoureluca.com. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et nous verrons si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?